l'économie sociale et solidaire, certains ont même affirmé qu'il s'agissait d'un sujet tarte à la crème ces 10 dernières années. Ils ont osé les monstres, et c'est vrai que pendant quelques temps, pendant quelques années, on a failli leur donner raison. Est-ce que c'est un gadget? Est-ce que c'est une tendance comme ça, de bobo, etc. Et voilà-t-il pas que des entreprises qui surperforment, voilà-t-il pas que les plus grands entrepreneurs mondiaux, eh bien, basent et vraiment axent leur développement sur ces fondamentaux. Pour en parler, eh bien, 3 spécialistes, 3 experts qui ont du retour d'expérience sur ces nouveaux modèles d'entreprise, sur l'économie sociale et solidaire, sur le collaboratif, sur ces entrepreneurs qui font de leurs valeurs, eh bien non pas un ralentisseur, mais un accélérateur mondial. On en parle. Jean-Luc, bienvenue. Présentation. Alors, j'appartiens à BNP Paribas et je suis ce qu'on appelle le référent entrepreneuriat social de BNP Paribas pour la Côte d'Azur. Eh ben, j'imagine du coup, hein, quand on dit que les banquiers sont des méchants qui ne parlent que d'argent et qui ont oublié l'humain, vous en êtes le parfait contre-exemple. Votre tour d'expérience dans quelques instants. Rudy, bonjour, présentation. Bonjour, donc Rudy Jardot, expert comptable associé au sein de Grant Thornton. Et la particularité, c'est que je ne travaille quasiment exclusivement pour ce secteur, surtout sur la dimension conseil. Eh ben, on va en reparler dans quelques instants. Alexandre, bonjour, présentation. Bonjour, donc Alexandre, directeur associé au sein de Grant Thornton, et j'accompagne des projets dans l'économie sociale et solidaire pour les développer dans le 06. Alors ma première question sera généraliste, c'est aujourd'hui, quels sont finalement si on n'est pas convaincu, si le fait d'être un entrepreneur social et solidaire n'est pas dans son ADN, si on n'est pas né dedans quand on était petit, parce qu'on nous a dit dans les écoles de commerce qu'un modèle prédateur c'était tout aussi bien, et que si on pouvait presser le citron de ses collaborateurs, on gagnait plus d'argent. Donc si on n'a pas eu ça dans son ADN, est-ce qu'on a une vraie bonne raison, ou 10 bonnes raisons, en tout cas il va falloir les donner vite, eh bien d'être un entrepreneur social aujourd'hui, en 2017? Vos bonnes raisons, messieurs les experts. Alors, l'entrepreneur social, sa caractéristique, c'est quelqu'un qui est motivé par un projet. Il est en opposition d'une société capitalistique, où l'objectif numéro 1 d'une entreprise commerciale, ça reste malgré tout de faire du bénéfice, et puis parfois de devoir rémunérer un actionnaire. L'entrepreneur social, ce qui va le mobiliser quelque part, c'est le projet, et de rendre un service. Alors, dans la sphère associative, parce que l'économie sociale et solidaire, n'oublions pas que ça démarre du secteur associatif. Donc l'idée, c'est de rendre un service dans le cadre de l'intérêt général, et d'être en capacité d'identifier un usager, et d'apporter une solution à son besoin au travers de ce qu'on peut appeler un projet associatif. Alors c'est vrai que la loi économie sociale et solidaire a permis de délimiter un spectre beaucoup plus large, puisqu'aujourd'hui on intègre bien évidemment les fondations, mais on intègre aussi les coopératives, les donc mutuelles, les scopes, voilà, parce qu'une scope, fait, du coup ça peut être une entreprise extrêmement business au sens classique. Il y a de très grandes entreprises françaises qui sont des scopes. Est-ce qu'elles sont dans ce cadre? Pas business, performance. C'est alors là où la différence, si vous voulez. C'est pour ça qu'il faut faire une énorme différence entre le monde de l'entreprise et ce monde-là. Souvent, je réagis au fait que on puisse dire une entreprise sociale est une entreprise. Non, c'est un autre mode de fonctionnement. C'est quelque chose dont l'objectif est primaire est vraiment de répondre à un besoin très spécifique, très spécifique. Et donc, on se détache de ça. Et j'ai plutôt envie de dire que, par exemple, dans le monde associatif, on parle naturellement de performance, mais souvent les associations disent on est comme une entreprise. Je leur dis non, ne dites jamais ça, vous avez votre différence, il faut la revendiquer. La France doit revendiquer sa différence. La richesse de ce pays, c'est la différence, c'est cette richesse. Et il faut pouvoir l'exploiter. Et donc l'idée générale de tout ça, c'est de pouvoir démontrer qu'on est capable de faire autrement certaines choses. C'est assez intéressant. Vous voulez compléter, Jean-Luc? Oui, je peux compléter effectivement, enfin tout à fait dans la ligne. C'est quoi un entrepreneur social, Jean-Luc? En fait, un entrepreneur social, c'est un entrepreneur. Mais c'est un entrepreneur qui poursuit 2 objectifs. Alors, son premier objectif, comme tout entrepreneur, c'est de conduire un projet qui soit performant, qui soit rentable, qui s'inscrive dans un modèle économique viable et pérenne. Donc ça, c'est le cas de tout entrepreneur. Mais il a une autre caractéristique, un deuxième objectif, l'entrepreneur social, c'est que son projet d'entreprise, son domaine d'activité serve l'intérêt général. Alors, l'entrepreneur social, je dirais que il n'y a pas de portrait robot de l'entrepreneur social.
les entrepreneurs sociaux, c'est une sorte de galaxie avec des profils extrêmement divers. Alors, à titre d'exemple, une start-up qui intervient dans le domaine de la santé, qui crée des applications pédagogiques pour faciliter l'apprentissage des enfants autistes. Autre exemple d'entrepreneur social, une entreprise qui recrute des chômeurs en longue durée et qui se fixe comme objectif de les réinsérer durablement dans l'emploi. Troisième exemple d'entreprise sociale, une mère de famille qui crée une crèche coopérative avec une tarification en fonction des revenus. Donc, s'il n'y a pas de portrait robot de l'entrepreneur social, il existe un point commun entre tous ces entrepreneurs, c'est leur volonté de mettre leur talent au service de l'intérêt général. Rudy. Alors, à côté de cette recherche de travailler dans le cadre d'un projet, il est naturel de pouvoir faire du résultat. Hein. Je veux dire, ça ne s'oppose pas du tout. Seulement, là où une entreprise va faire du résultat pour ensuite le distribuer à un actionnaire ou à rémunérer le dirigeant, je veux dire, l'entrepreneur social va avoir cette particularité, c'est ce résultat, il va devoir le laisser dans le cadre du développement du projet en lui-même. Et c'est vrai que certains agréments, type USUS, l'USUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, cet agrément qui est délivré par la Directe, va tenir compte, si vous voulez, de ces spécificités. Donc va regarder effectivement qu'on définit bien l'économie sociale, on répond bien à la définition de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, qu'on porte bien un projet d'utilité sociale, et surtout que les résultats qui sont faits de l'activité servent à financer le développement du projet. Et il y a des règles d'encadrement, notamment sur la rémunération du dirigeant, avec des échelles à respecter. Donc en fait, c'est ça, ça veut dire que ça ne doit pas nier la performance. Au contraire, je veux dire, quand on porte ce type de projet, on le fait effectivement pour apporter une meilleure solution. Donc c'est un environnement différent. Et j'insiste pour dire que ces deux univers ont vocation à coexister. Hein, ils ne sont pas en concurrence les uns contre les autres, au contraire, ils répondent à des besoins spécifiques avec des objectifs et des modes de fonctionnement qui sont différents. Et c'est pour ça que la loi économie sociale et solidaire n'a pas réservé le domaine d'intervention aux structures reconnues statutairement de l'économie sociale et solidaire que sont les associations, fondations, mutuelles et coopératives, mais elle a permis aussi de pouvoir y associer les sociétés commerciales, donc les sociétés anonymes et les SARL, avec, bien évidemment, pour ces structures commerciales, une obligation de fonctionnement spécifique et un mode déclaratif pour pouvoir se faire reconnaître de l'économie sociale et solidaire. Alexandre. J'aimerais rebondir un peu là-dessus et m'arrêter 2 secondes pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est pas forcément, tout le monde n'a pas forcément cette information que vient de dire Rudy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise en SAS, en SARL, quel que soit son statut, peut demander cet agrément et devenir de l'économie sociale et solidaire. Mais justement, moi, voilà, on a commencé à l'évoquer, mais moi j'aimerais vraiment là qu'on insiste sur ce point-là, très très concrètement. Voilà, moi en plus c'est dans l'air du temps. Je pense que tous les entrepreneurs, après des décennies de guerre économique, etc., on se découvre tous que finalement on est un peu d'humain là sous la cuirasse. On a tous en tant qu'entrepreneur envie de faire quelque chose de plus. Comment on fait ? Très concrètement, on vient voir Grant Thornton, on va voir la BNP, on va voir ça. Comment on fait ? Oui, effectivement, je me réveille, je veux donner un peu plus de sens à mon entreprise. Comment je fais, messieurs les consultants ? Alors, la question, c'est en fait comment devient-on entrepreneur social ? Oui, c'est ça, exactement. Comment est-ce qu'il y a effectivement cette envie, au-delà de son projet, des résultats de son entreprise, d'avoir en ligne de référence, en ligne de mire, l'intérêt général ? Exactement. Et l'expérience montre, alors il y a peut-être ici des entrepreneurs sociaux, c'est vrai que chaque parcours est unique. Hein. Ce sont des histoires personnelles, des rencontres, des voyages qui font qu'on peut devenir un entrepreneur social. Alors il y a effectivement l'intérêt général en ligne de mire, mais il y a bien sûr le projet, l'entreprise elle-même. Donc le double objectif dont je parlais tout à l'heure, porté par l'entrepreneur social, ça va augmenter en fait les arguments, ça va faire vis-à-vis de ses partenaires financiers, vis-à-vis de ses futurs clients ou fournisseurs, l'entrepreneur social doit devoir argumenter, comme l'entrepreneur classique, mais il va devoir également démontrer l'impact social de son projet.
Souvent, il va devoir le faire, mais ça part d'une conviction. J'ai presque envie de dire, j'arrive un jour, je dis voilà, moi j'ai décidé, enfin je sais pas, oui, je veux être plus, voilà, des jeunes dans des quartiers difficiles, des gamins, enfin oui, Alexandre. Ouais. Effectivement, je pense que c'est presque quelque chose qui nous est imposé aujourd'hui. C'est-à-dire que Ouais. de plus en plus dans les employés, dans les salariés, dans les nouvelles générations, ils cherchent du sens. Et les entrepreneurs qui viennent nous voir, et Rudy peut-être pourra compléter sur le comment, finalement veulent apporter ce sens. Parfois ils l'ont déjà, on a eu le cas d'ailleurs dans le salon, de gens qui ont déjà des entreprises porteuses de sens, qui sont déjà dans l'économie sociale et solidaire par leur vocation, mais qui n'ont pas l'agrément. Et sans rentrer dans le comment, cet agrément, surtout au-delà du label et au-delà du fait de pouvoir dire et se revendiquer de l'économie sociale et solidaire, c'est surtout aussi avoir accès à un certain nombre d'accompagnements, de financements, et sur lesquels de plus en plus la tendance, c'est d'apporter de plus en plus d'accompagnement et de financement, parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus créateur de valeur aujourd'hui. Donc peut-être que Rudy peut nous expliquer peut-être sur le comment. Rudy, Jean-Luc peut-être, Jean-luc pour continuer, parce que c'est vrai que voilà, et puis après Rudy en termes de sur le comment. Donc nous en tant qu'établissement financier, bien sûr, on souhaite, on croit vraiment au développement des entreprises sociales. Pour nous, c'est porteur de sens et de croissance. Et BNP Paribas s'est positionné très clairement auprès des entrepreneurs sociaux. Alors dans le cadre de ce qu'on appelle l'écosystème des entreprises sociales, donc avec des mécanismes d'accompagnement multiples, hein, et au sein duquel l'entrepreneur social va trouver beaucoup de soutien. C'est l'ensemble des intervenants en fait, auprès des entrepreneurs sociaux se connaissent, et il y a une volonté de ces intervenants de travailler tous en phase et d'accompagner les entrepreneurs sociaux. Alors, ce que je précise, oui, c'est que cet entrepreneur social, on va au-delà effectivement de sa générosité, de ses ambitions, d'aller au-delà de son intérêt particulier. On va quand même lui demander de démontrer qu'il a un projet viable, et on va également lui demander de nous l'écrire. Voilà. Donc là, on est d'accord, c'est du business model, c'est du business plan classique, c'est l'entrepreneur. Il y a quand même, dans le mot entrepreneur social, il y a le mot social, mais il y a le mot entrepreneur. Tout à fait. Donc ça, c'est un prérequis. Le plus se situe où? Alors du coup, Jean-Luc, Rudy, peut-être, qui voulait également rebondir. Alors c'est au-delà des valeurs, c'est des valeurs. Donc je pense que c'est par là que ça commence, mais c'est pas qu'une déclaration d'intention. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement tout ce qui vient de vous être présenté, c'est des éléments importants. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va reconnaître le label ESS? C'est avant tout déjà des actes. Et ça, il ne faut quand même pas les oublier, parce que souvent, on reste focalisé sur les valeurs. Et c'est vrai que Alexandre le disait tout à l'heure, on est amené au sein du cabinet Grant Thornton d'accompagner des porteurs de projets dans ces sujets de réflexion. Puis à un moment donné, ils nous disent, bah oui, mais concrètement, au-delà des valeurs que je peux avoir, que je déclare, comment concrètement je rends les choses effectives? Alors, c'est d'abord, il y a des éléments clés qui doivent être vérifiés. D'abord, le fonctionnement, la gouvernance, elle doit être démocratique, hein, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement particulier. On quitte le monde de l'entreprise où éventuellement il peut y avoir un chef, là on est plus en mode collaboratif, donc c'est un mode de fonctionnement et de management qui peut être différent. Mais c'est vrai qu'on a aussi des générations qui sont un peu plus enclins à rentrer dans ce mode de fonctionnement, comme le disait tout à l'heure Alexandre. Ensuite, c'est notre but que de partager du bénéfice, et quand on en fait, eh ben, il est nécessairement réinvesti dans le cadre du projet. Et une incapacité à pouvoir distribuer des réserves, parce qu'effectivement, on est un petit peu en opposition avec le mode un peu traditionnel et capitalistique de l'entreprise. Et c'est vrai que quelque part, les dévolutions de patrimoine, ça veut dire que si demain on envisage de transmettre ce patrimoine, on est un petit peu, bloqué par le système. C'est compliqué, semble-t-il, ouais. Alors, ensuite, il y a à travers l'ESS, qui est effectivement la définition de ce qu'est une entreprise sociale et solidaire. C'est vrai qu'on peut bénéficier d'agréments spécifiques de l'entreprise solidaire d'utilité sociale, qui va permettre de rentrer, de pouvoir bénéficier de modes d'accompagnement spécifiques et des modes de financement spécifiques, parfois qui peuvent être obtenus auprès de BPI France. Et donc, il faut donc répondre à cette définition de l'ESS, réaliser des missions d'utilité sociale et démontrer quelque part auprès de la directe, puisque c'est elle qui va avec les services de la préfecture délivrer cet agrément, va pouvoir démontrer que la rentabilité qui est sortie de cette activité nécessairement sert
au fonctionnement propre de l'action et des investissements futurs. Et enfin, on a un encadrement de la rémunération du dirigeant. Donc c'est vraiment un autre mode de fonctionnement où, on va dire, le côté économique n'est plus au cœur du système. C'est vraiment de trouver une solution, de porter un beau projet et de le faire dans un environnement qui est différent. Jean-Luc? Oui, alors effectivement, il y a cet ensemble de données qui vont au-delà de la vision d'entrepreneur traditionnel. Et il y a un sujet qui pour nous est essentiel, c'est l'impact social. Et il est important que cet impact social soit mesuré. Alors, l'impact social, en fait, on le mesure à travers des indicateurs qu'il faut créer, en fait, projet par projet. Alors, sur le fond, effectivement, ce sont des indicateurs simples, mais très pragmatiques et qui seront en fonction des missions sociales ou environnementales. Il y a, par exemple, l'accès au logement, l'accès à l'emploi, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. Donc, un certain nombre de domaines sur lesquels, effectivement, on va chercher à bâtir les indicateurs qui permettront de préciser où souhaite aller l'entrepreneur, quels indicateurs de réussite il se donne, et qui permettront ensuite de mesurer la réussite. Alors, de façon très, très pragmatique, en fait, il y a 3 types de questions assez simples à se poser. D'abord, qui sont les bénéficiaires de l'entreprise sociale? Ensuite, qu'est-ce qui est fait pour eux, pour ces bénéficiaires? Et quels sont les résultats attendus ou obtenus? Et donc, c'est une question de fond et impérative, et c'est un point sur lequel vous, peut-être entrepreneurs sociaux, devrez réfléchir. Alors, leur tourne, ça va très très vite sur un plateau. Est-ce qu'il y a des éléments importants, des messages que vous souhaiteriez délivrer qui à ce stade n'ont pas été vraiment, l'impact vient d'être évoqué. Est-ce qu'il y a d'autres éléments forts pour bien comprendre ce que c'est, mais aussi comment on met en œuvre une solution opérationnelle? Est-ce qu'on a tout dit? Alexandre, Rudy. Alors, au niveau du côté opérationnel, nous au sein du cabinet Grant Thornton, donc on a développé une méthodologie propre à ce secteur que l'on nomme donc le JAG 360. L'idée du JAG 360, c'est pas faire un JAG pour un JAG. Souvent les diagnostics, on connaît ça depuis une trentaine d'années, donc c'est des documents avec de belles couleurs. Et après, on n'y voit pas l'opérationnalité. Qu'est-ce que j'en fais, quoi? Voilà, qu'est-ce que j'en fais? Bon, alors nous, on accompagne à l'action. Donc en fait, le JAG, le but est d'apporter des solutions pour pouvoir décider, d'informer, parce qu'il y a, on l'a dit tout à l'heure, il y a une gouvernance démocratique, donc ce qui sous-entend une diffusion d'informations. On doit agir, parce que effectivement, le but, c'est de ne pas faire uniquement une stratégie avec un beau PowerPoint avec 40 slides pour un an après mesurer le fait que ça n'a pas été mis en place, et c'est tourné autour de la gestion. Donc l'idée, si vous voulez, c'est d'accompagner le porteur de projet dans ces sujets de réflexion phares, qui sont son projet associatif, c'est-à-dire comment il le mène, comment il l'évalue, comme il vous a été présenté juste avant, d'avoir une gouvernance solide, parce que malheureusement aujourd'hui on a des structures qui connaissent des difficultés, ça peut paraître paradoxal, mais par des défauts liés à la gouvernance. Alors, on s'est forcément mis sur le côté financier, parce que c'est quand même notre domaine de prédilection, mais pour porter un projet associatif convenablement, il faut qu'il repose quand même sur une situation financière saine. Et puis après, les 3 risques majeurs que connaissent aujourd'hui ce secteur-là, c'est des risques sociaux, parce que c'est quand même des secteurs qui ont la particularité d'avoir un pourcentage de masse salariale important. Parfois, la problématique fiscale, qui peut aussi créer des difficultés, et la problématique juridique. Donc nous, l'idée, si vous voulez, c'est de faire une analyse en profondeur de cet ensemble, de ne pas rester sur le côté négatif, parce que souvent on a cette tendance naturelle à vouloir résoudre les points négatifs, mais ça ne sont que des freins. Et si vous voulez faire avancer une belle mécanique, vous avez beau lever des freins, si la mécanique, il n'y a pas un moteur pour faire avancer les choses, ça ne fonctionne pas. Donc de plutôt avoir un regard sur les côtés, les aspects positifs, et d'accompagner les porteurs de projets dans cette volonté de changer, et de les accompagner dans un plan d'action que l'on mesure avec eux, sur lequel on les accompagne pour faire atteindre cet objectif. Messieurs les experts, il nous reste 3 minutes, donc je vais vous donner la parole, en gros 1 minute chacun, pour prolonger ce qui vient d'être dit, conclure, certains éventuellement spécifier un petit peu dans vos organisations comment vous pouvez concrètement aider nos invités. Messieurs, c'est l'heure de la conclusion.
Alexandre, vous voulez réagir, Jean-Luc ensuite, et Rudy pour la conclusion des conclusions. Peut-être en quelques mots, hein, l'accompagnement de l'entrepreneur social, c'est aussi l'aider à accéder à des ressources financières et à accéder également à des ressources de compétences. Donc, alors, en termes d'intervenants que vous connaissez déjà peut-être pour certains d'entre vous, hein, il y a les partenariats qui peuvent être noués avec France Active, avec Ashoka. Il y a également des incubateurs solidaires comme La Ruche, comme Sens Club, Entropia. Et il y a ce qu'on appelle des fonds solidaires dans lesquels BNP Paribas a investi. Certains qui existent déjà depuis plusieurs années, comme Impact, Alter Equity et Fitrust. Et il y a un fonds qui a été créé récemment par la Caisse des dépôts et consignations, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Noves, dans lequel BNP Paribas a investi 10 millions d'euros et qui est BNP Paribas est le premier partenaire après la Caisse des dépôts de ce fonds Noves. Il reste 14 secondes. Donc, en conclusion, l'entrepreneuriat social, c'est une belle aventure, mais ce sont aussi des réussites et ça donne foi en l'entreprise et en certaines valeurs aussi sociétales qui parfois dépassent l'entreprise. Merci en tant qu'expert et banquier bien de porter ce message fort de sens et également prometteur en matière de ressources et finances, mesdames et messieurs, Jean-Luc de BNP Paribas, que l'on peut applaudir et remercier. Alexandre, votre conclusion. Donc je partage ce qu'a dit Jean-Luc, ça me permet de rebondir d'ailleurs sur des choses qui ont été dites et des messages clés, parce qu'il y a plein de choses à se dire, mais je pense que ce que je voulais faire passer en tout cas aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a des financements, et Jean-Luc l'a illustré. Aujourd'hui, quand vous voulez créer une entreprise, ou quand vous voulez développer votre entreprise, le faire dans l'économie sociale et solidaire, c'est s'autoriser à avoir accès à un certain nombre de choses. Rudy a parlé du DIAG, qui est un outil que Rudy a créé et qu'on a développé sur l'ensemble de la France chez Grant Thornton. Mais en réalité, ce DIAG peut être financé par le DLA. Le DLA, c'est un dispositif local d'accompagnement. Aujourd'hui, il est porté par la Clé 06 et ESIA. Voilà, je vois qu'il y a petite rectification. Petite rectification non officielle. Ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que du fait que vous êtes dans l'ESS, vous avez accès à tout ça, et je pense que les choses vont s'accélérer, vont s'augmenter, et donc c'est important de l'envisager dans votre développement, même si vous n'avez pas tout compris aujourd'hui, même si on a balayé des choses un peu rapidement. Envisagez l'ESS si ce n'est pas le cas aujourd'hui, et surtout, regardez tous les outils qu'il y a. Voilà mon message. Voilà, et je préciserai, je crois que votre équipe est mobilisée aujourd'hui, donc vous pouvez rencontrer vraiment toute la journée les experts de PNP, les experts de Grant Thornton sur les comptoirs d'affaires de Riviera Network. Merci, mesdames et messieurs, Alexandre de Grant Thornton. On peut l'applaudir parce que c'est formidable. Alors, Rudy, la conclusion des conclusions, c'est jamais facile ça, hein, et c'est sur vous que ça tombe, hein, pas de bol. Hein. Voilà. Donc en fait, j'ai envie de conclure en disant que l'économie sociale et solidaire, c'est différent. C'est des modes opératoires innovants. Je pense qu'il faut revendiquer cette différence, il faut s'appuyer dessus. C'est pour nous une réelle force et on le voit au quotidien à travers les clients qu'on accompagne. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir accompagner et d'aider ces porteurs de projets à déployer ces beaux projets et de les rendre concrets. Et en plus, tout ça dans l'intérêt d'un usager quand c'est en format associatif et dans l'intérêt effectivement d'un client pour une entreprise de l'économie sociale. Et c'est franchement des très beaux projets et c'est forcément quelque chose d'important pour la société puisque derrière, c'est quand même juste dans l'intérêt général. Voilà. Mesdames et messieurs, Rudy Jardot de Grant Thornton, merci à vous, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission, merci à vous d'avoir assisté nombreux à son enregistrement, merci à vous qui suivez nos émissions, des contacts azuréens mais des contacts également dans tous les pays francophones pour prolonger vos actions. À très bientôt à l'antenne de Riviera Network. Merci.